sujet romance contemporaine avec Marie Le Rouge, qu'on connaît déjà, qui on a déjà collaboré dans des festivals précédents, en présentiel et en numérique, et Adé Martel, qui vient de Belgique, spécialement pour nous, et donc c'est un premier partenariat. Merci Nathalie. Oui. Alors, dans la première table ronde où vous étiez tous présents, vous avez déjà un petit peu expliqué pourquoi ou comment vous êtes arrivé à écrire de la romance. Je ne sais pas si vous avez envie de compléter un petit peu sur pourquoi la romance contemporaine ou qu'est-ce qui vous plaît sur ce genre-là. Oui, comme tu veux. Oui, alors. Allô? Oui, ça marche. Alors, pourquoi la romance contemporaine? Parce que je suis très ancrée dans le présent et je suis très curieuse de ce que j'appelle l'air du temps. J'aime bien capter tout ce qui est dans l'air du temps, que ce soit les conversations aux terrasses des cafés, j'ai toujours l'oreille aux aguets. Des conversations dans les transports en commun. Je lis pas mal de magazines aussi. J'écoute des podcasts. Et à chaque fois, bon voilà, surtout sur certains problèmes de société, problèmes de couple, etc. À chaque fois, je me dis ah, ça pourrait être une idée. Donc vraiment le contemporain, et puis en plus parce que l'historique, ça demande de faire pas mal de recherches, et j'avoue que ça me freinerait un peu. Et comme j'ai été journaliste dans une première vie et que je fais très attention à être très crédible et à n'écrire que des choses qui peuvent être vérifiées, je pense qu'en historique, ce serait vraiment très compliqué. Je serais paniquée à l'idée d'écrire des bêtises. Donc voilà pour le contemporain. C'est vraiment pour être en phase avec ce qui se passe autour de moi. De mon côté, donc, comme je l'avais dit dans la présentation, en fait, je suis une autrice infidèle, j'écris dans tous les genres. Donc, à un moment donné, le contemporain est tombé aussi. Et là, c'était par rapport au fait que, comme j'avais dit, que quelqu'un m'avait dit que je n'avais pas d'humour. Et que, du coup, j'ai voulu écrire celui-là, Je vais buter mon boss, qui est vraiment une comédie, plus qu'une romance, c'est une comédie sentimentale. Et l'intérêt en fait du contemporain, c'est de pouvoir aborder pour moi des thèmes, parce que dans chacun de mes romans, il y a des valeurs qui sont mises en exergue, il y a des pistes de réflexion, et notamment ici, je pouvais aborder le harcèlement sexuel, aussi bien féminin que masculin, et comme j'insiste souvent, c'est pas un roman féministe, c'est un roman égalitariste, parce que les hommes ne sont pas enfoncés. On voit aussi les problèmes que les hommes peuvent rencontrer du côté du harcèlement. Et donc, en fait, de mettre en place tout plein de questionnements actuels, ce que je ne peux pas forcément faire dans la fantaisie ou dans l'historique. Donc, comme je touche à tout, voilà, c'est ça. Et notamment, je fais très attention parce que j'ai beaucoup d'ados qui me lisent. Et donc, du coup, ça leur permet aussi de réfléchir sur quelle forme de consentement est acceptable, enfin, non, quelle sorte de relation est acceptable, et donc la notion de consentement, et plein de notions que le contemporain permet justement d'aborder. On va passer du coup au concret. Donc, chacune de vous deux va présenter les livres qu'elle a amenés dans sa besace, ou d'autres. Oui, alors moi, j'écris. Alors, on parle de romance. Alors, moi, je préfère dire comédie romantique, parce que autour de l'histoire d'amour principale, qui peut être celle d'un couple, alors mes romans sont hétérosexuels, je précise, donc qui peut être autour d'un couple ou de plusieurs couples, j'aime bien greffer d'autres choses, des histoires de famille, des secrets de famille, mettre un peu de suspense, parler d'amitié, parler des rapports mère-fille surtout, parce que c'est toujours un peu compliqué, parler des relations parents-enfants, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se greffent autour de l'histoire principale. Et j'aime bien aussi mettre le thème du voyage, parce que j'aime beaucoup voyager, et beaucoup de mes livres sont dans des pays différents. Et donc, c'est pour ça que je parle plutôt de comédie romantique.
parce qu'il y a aussi de l'humour. Hein. Comme toi, j'essaie quand même d'y mettre de l'humour, parce que c'est une caractéristique et que je pense qu'on a besoin de rire, de sourire, de feel good. Voilà. Alors, je précise que je n'écris pas de saga, parce que j'aurais peur de m'ennuyer. À parler toujours un peu des mêmes personnages ou du même cadre. Mais en revanche, j'inaugure avec mon roman qui va sortir bientôt, enfin à la fin du mois, qui est une romance de Noël. On parlait des romances de Noël tout à l'heure. Donc je vous montre la couverture. De quoi? Non, mais je vais pas. Voilà. Donc, je vous montre la couverture, qui est une couverture, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure aussi des couvertures avec des torses. Bon, en comédie romantique, on met du. Pardon. En comédie romantique, ce sont. Oui. On met des couleurs, et surtout les romances de Noël, elles sont. Voilà. Ah, mais j'ai une intermédiaire, c'est très bien. Donc voilà, il faut les romances de Noël, il faut qu'on reconnaisse tout de suite au premier coup d'œil qu'on va parler de Noël. Donc sapin de Noël, etc. Et cette voilà, merci. Cette romance de Noël se passe à Londres. Alors c'est pour ça qu'elle a un titre anglais. Alors bon. Ma correctrice qui est là m'a dit, mais tu n'as pas peur avec un titre anglais, tu vas peut-être faire peur. En fait, ça s'appelle Let's Fall in Love for Christmas. C'est intraduisible. Il y a beaucoup d'expressions anglaises qu'on ne peut pas traduire en français et qui expriment vraiment... en gros, ça veut dire et si on tombait amoureux pour Noël, mais ça marche pas en français. Donc voilà. Et donc ça se déroule à Londres et certaines scènes ont lieu en relation avec mon livre précédent, qui est celui-là, qui se déroule aussi à Londres, mais également en Écosse, dans un château en Écosse. Et donc je n'écris pas de saga, mais j'ai eu l'idée de faire passer des personnages d'un livre à l'autre. Et c'est la première fois que je fais ça, et je trouvais que c'est très amusant. Je pense que je vais continuer. Et donc par exemple, dans ma romance de Noël, un personnage secondaire qui s'appelle Sarah sera le personnage principal de ce roman-là. Et il y aura aussi une famille que l'on trouve dans ce roman-là, qui va venir séjourner à Londres et qui va se trouver dans l'hôtel que tient Sarah. Enfin voilà, j'ai un peu mélangé plusieurs les personnages et je crois que ça marche. Enfin, Karine, comme elle lit tous mes livres aussi, donc tu peux le dire. Voilà. Donc, dans cette romance de Noël, il y a plusieurs thèmes, hein, puisqu'on parlait des thèmes. Je ne vais pas essayer de ne pas en dire trop non plus, mais il y a le thème, il y a 2 histoires d'amour parce que je pars d'un frère et une sœur. Voilà. Un frère et une sœur. Alors, la sœur est chef d'entreprise, a une petite entreprise. Ça, on en parlait tout à l'heure aussi. On veut valoriser la femme et montrer qu'elle peut pas seulement être secrétaire, mais gérer une entreprise. Donc, mon héroïne gère une entreprise qui est une jardinerie qui se situe à Chelsea, donc dans les beaux quartiers de Londres. Alors, je précise que c'est une jardinerie qui existe, que j'ai visitée et je me suis dit, bon, ce serait formidable de la mettre dans un roman. Et elle héberge son frère qui a eu un problème, un grave problème de travail, qui a fait un burn-out, qui a perdu son travail, qui est au chômage et qui en plus a des dettes parce qu'il doit rembourser son employeur, enfin voilà. Et elle l'héberge, et donc les relations entre ce frère et cette sœur qui s'était un peu perdues de vue, c'est une partie du roman que j'ai aimé traiter. Et puis voilà, et puis chacun, sur le plan amoureux, chacun est seul. Mon héroïne est maman solo, ça aussi c'est un thème que j'ai eu plaisir à traiter, parce que bon, il y a énormément de familles monoparentales en France, on le sait. Donc comment une jeune femme qui a la trentaine peut se débrouiller pour élever son enfant seule.
Donc il y a ce thème-là également, et comment ce frère et cette sœur vont chacun, au moment de Noël, rencontrer l'amour de manière un peu par hasard, mais ça ne va pas se faire aussi simplement que ça, parce qu'il y a aussi un thème dans la romance dont on n'a pas parlé, c'est la romance qu'on appelle slow burn, c'est-à-dire on ne tombe pas amoureux comme ça au premier regard, mais ça prend un petit peu de temps. Bon, là, ça va prendre une semaine, parce que c'est la semaine de Noël. Donc voilà, donc il y a ce thème de l'amour, il y a ce thème du frère et de la sœur, de leur relation. Il y a également un secret de famille, bon, je n'en dis pas plus. Et puis il y a Noël, bien sûr, parce que voilà, Noël, hein, les amants, on l'a vu tout à l'heure avec nos messieurs. La saison est ouverte et ceux qui aiment Noël, ils en veulent. Alors ils veulent tout, hein, les sapins, donc voilà. Et d'ailleurs, mes héros, enfin le couple principal, je dirais, va se rencontrer. Oui, ils sont en fait chargés de décorer un sapin de Noël ensemble. Voilà. Donc, et ça ne va pas si bien se passer que ça, au départ. Et donc voilà. Et Noël, alors pourquoi Noël à Londres? Parce que vraiment, les Anglais. Alors, je connais bien l'Angleterre parce que j'ai un mari anglais, parce que j'ai vécu là-bas, parce que j'ai un fils qui vit là-bas, et que voilà, j'y vais souvent. Et Noël là-bas, c'est la folie. C'est vraiment complètement fou. Ils en parlent à partir du mois de septembre. Quand je vivais là-bas, j'avais mes enfants qui étaient à l'école, et dès la rentrée, il y avait toutes les mamans qui disaient « Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour Noël? Le spectacle de Noël des enfants, ce sera comment? Tu vas créer quels objets pour la petite foire qu'on va faire ?» Enfin, c'était tout de suite au mois de septembre. Moi, je débarquais, je disais « Mais ils sont fous !» Et bon, j'étais en Angleterre début octobre, et déjà les vitrines de Noël, donc les Anglais adorent Noël. Et quand on allait passer Noël dans ma belle famille, c'était la grosse dinde de 10 kilos, toute la famille, et c'était toute la journée, la dinde, le Christmas pudding, et à la fin des charades, parce que même la reine d'Angleterre, enfin la famille royale joue aux charades. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à raconter tout ça, à dire comment Noël était important en Angleterre et comment les Anglais fêtaient Noël. Donc voilà, donc tout ça est... Les crackers, absolument, les crackers. Les crackers, et ma première lectrice m'a dit « Ah, je suis contente, j'ai appris quelque chose, je ne savais pas ce qu'étaient les crackers. » Donc il y aura tout ça, donc de l'amour, de l'émotion, du Noël, de l'Angleterre, voilà. La transition. Mais oui, mais si tu permets, j'ai quand même une question à te poser, peut-être pour les lecteurs qui ne te connaissent pas, peut-être que tout le monde te connaît, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un ordre de lecture vu que... Ah non, pas du tout. Non, il n'y a pas d'ordre du tout, parce que j'ai pris soin dans celui-là de faire un petit rappel, de dire, de repréciser les personnages, pas de manière complète, mais de les représenter. Donc, merci pour cette question. Donc moi j'aimerais vous présenter, ici j'ai 3 de mes romans, mais donc en fait j'écris un petit peu tout comme vous l'aurez compris, de l'imaginaire, de la jeunesse, des comédies romantiques. Peut-être préciser, je n'écris pas d'érotique, donc désolée pour celles qui seraient déçues. Et donc j'aurais voulu vous parler en fait de 3 de mes romans. Je vais passer rapidement pour pas... Donc le premier en fait c'est Je vais buter mon boss, qui est vraiment une comédie où on suit l'histoire en fait de Christine qui avait un ancien emploi mais on ne sait absolument pas ce que c'était, et elle a beau postuler pour des emplois de secrétaire, personne ne veut d'elle, et puis un jour on décide de l'engager parce qu'en fait Christine elle est en couple avec une femme, et on se dit que qui de mieux qu'une femme qui est avec une femme pour résister à un patron macho qui se croit beau, irrésistible, sauf que lui ne sait pas qu'elle aime une femme. Et alors, on part de situations très drôles à d'autres situations, et elle qui fait la femme stupide en disant « Oh, ah non, j'avais pas compris », et voilà. Et donc voilà, c'est vraiment des situations cocasses. Et puis, vous allez avoir un énorme rebondissement, où là, on tombe plus vers l'action.
Et vraiment, c'est un mélange de genres, une destruction de clichés, et toujours autour en fait du harcèlement sexuel au travail, et aussi de l'égalitarisme homme-femme et des choses auxquelles on se rend compte. On surfe un peu sur le MeToo, mais c'est pas très très fort. C'est parce que plusieurs personnes m'ont posé la question. Et non, vous n'allez pas avoir de la moralisation. Voilà, c'est avant tout un roman pour rire. Et mes lectrices, souvent, on dit qu'elles éclataient de rire dans les restaurants, les bars quand elles lisaient, ou même dans la chambre en réveillant leur mari. Et ils disaient, voilà. Donc là, c'est vraiment un livre pour rigoler. Si vous aimez rire, il est parfait pour ça. J'ai aussi écrit, alors j'en parle parce que c'est la saga qui fonctionne le mieux. Et donc, désolée, c'est pas contemporain, c'est une saga médiévale, une fantaisie médiévale. Sachant en fait, je suis docteur en histoire et le Moyen Âge c'était toute ma première vie. Et à l'intérieur, donc j'ai mis tout ce que je connaissais sur le Moyen Âge, mais pareil en détruisant des clichés comme au Moyen Âge on ne se lave pas, au Moyen Âge ceci, au Moyen Âge cela, voilà. C'est absolument pas le cas. C'est une saga de fantaisie en 5 tomes parce que moi, au contraire, j'ai pas réussi à m'arrêter. J'avais promis 3, mais j'ai pas réussi. Et en fait, c'est un peu une sorte de page turner, à part le tome 1 qui prend le temps vraiment de s'installer. Et ensuite, l'histoire de Cyrielle. Je sais pas si jamais vous voulez faire circuler autour de vous, peut-être. C'est les illustrations du roman que j'ai commandé. Comme ça, vous avez un peu l'imaginaire autour de vous. Et Cyrielle est une jeune fille qui a vécu toute son adolescence au couvent, jusqu'au jour où celui-ci se fait attaquer par des brigands. Et elle est sauvée, elle et les sœurs in extremis, par des guerriers venus d'une autre contrée, des guerriers sanguinaires, sauvages. Voilà, on se demande vraiment qui ils sont. Et elle va devoir retourner chez son oncle, le comte de Montfaucon, mais elle va apprendre que tout ce qu'on lui a dit sur la mort de ses parents, de ses frères, est faux. Et on va aller en fait de rebondissement en rebondissement avec intrigue politique, bataille et aussi toute une histoire d'amour, je ne vous dirai pas laquelle pour laisser le suspense si vous décidez de la lire. Mais voilà, c'est comme pour Marie, c'est du slow burn. Donc l'histoire d'amour prend du temps à s'installer parce que je souhaite vraiment que les relations entre les personnages soient vraiment réelles et qu'à la fin, quand vous finissez la saga, vous avez l'impression de laisser derrière vous des amis. Voilà, donc vraiment la construction des personnages est très importante. J'ai encore 2 minutes? Oui. Et alors, puisqu'on est dans le coin de la... Voilà. Est-ce que tu veux que j'en parle après? Non. Alors ici, on suit c'est Un homme pour Noël. C'est aussi une comédie romantique. Et là, on suit une maman célibataire qui vit avec sa petite fille. Et sa petite fille va faire un souhait au Père Noël. Elle aimerait bien que pour Noël, sa maman ait un homme au pied du sapin. Voilà, elle écrit sa lettre, etc. Et le jour de Noël, donc on se retrouve dans un chalet dans le Jura. Voilà, il y a la neige, on est bloqué et tout. Et Joséphine va découvrir au pied du sapin en se levant le matin un homme emballé, complètement ligoté dans du papier cadeau. Sauf que elle, voilà, sa fille est très contente, mais elle n'est pas contente du tout. Elle se demande, c'est un cambrioleur, c'est un tueur. Donc la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher sa poêle et elle va le frapper. Voilà. Et alors, on va tourner tout autour de ce mystère de mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait là? Et franchement, si vous arrivez à trouver, il y a vraiment énormément de rebondissements, de choses très drôles. Quand on croit quelque chose, on découvre tout son contraire. Je vous mets vraiment au défi de trouver. Et si vous aimez, dans les téléfilms de Noël, désolée, je vais faire la référence, Maman, j'ai raté l'avion. Il y a beaucoup d'inspiration aussi de ça parce que cette petite fille, elle n'est pas forcément si gentille qu'on ne le pense. Voilà. Bon, moi j'avais une question, mais je pense que elle ne vous va, enfin, ça ne vous arrive pas. Je voulais savoir si vous aviez parfois des problèmes devant une page blanche. Non, par contre, bien au contraire, oui, c'est ce que je comprends. Non, en revanche. Qu'est-ce que vous imaginez plutôt quand vous écrivez? C'est d'abord l'histoire d'amour ou ce qu'il y a autour ou dans quel ordre ou il n'y a pas d'ordre? Alors, moi je pars souvent d'un cadre, d'un lieu qui m'inspire ou d'un voyage que j'ai fait et mes personnages se construisent à l'intérieur de ce cadre. C'est plutôt comme ça que ça marche. Voilà, j'ai besoin vraiment d'être inspirée par ce cadre-là.
Après, bon, les personnages se construisent. Alors, on n'en a pas encore parlé ici. Il y a deux sortes d'écrivains en fait. Il y a les architectes et les jardiniers. Donc, les architectes sont ceux qui construisent vraiment, qui font un plan, qui ont leur fiche personnage, qui construisent au fur et à mesure. Voilà, des post-it et tout et tout. Et puis, il y a les jardiniers. Alors, moi, je suis plutôt jardinière. Qui, voilà, c'est plus au fur et à mesure. Alors, des post-it aussi, mais plutôt des pièces de puzzle qui arrivent comme ça, puis qu'on finit par assembler, puis il y a des trous, et puis voilà, c'est plutôt ça. Donc, mais le plus souvent, je pars d'un cadre ou d'un article qui m'a inspiré, par exemple, pour En solo, pour le meilleur et pour le pire, qui était mon premier livre en tant qu'indépendante. C'était un article que j'avais lu dans le L à propos des nouvelles célibatantes. Donc, voilà, donc l'idée est venue de là. Alors moi, ça dépend des romans. Généralement, c'est autour de 2 personnages que je veux mettre en scène et des valeurs que j'aimerais mettre en scène. Du coup, je vais vous parler d'un autre roman qui n'est pas là, je suis désolée. Ça s'appelle Les Larmes de Sahel, où en fait c'est une dystopie où on suit un peuple du désert dominé par des femmes. Il y a 50 femmes pour un homme. Et une société qui vit à l'antique avec une cascade et une technologie vraiment à la pointe. Et là, ici, pour ce livre-là, c'est une scène qui m'est imposée directement. C'était une fille de cette cité riche et un garçon de ce peuple du désert. Et ce peuple des déserts qui attaque la cité et ils vont tous se faire exécuter, sauf que la fille va décider de faire appel à une loi antique de sa cité qui est que si elle épouse le criminel, il est sauvé. Et alors j'avais cette scène dans un gigantesque amphithéâtre où elle dit « Non, je ne veux pas qu'il meure, je l'épouse. » Et voilà, j'avais cette scène-là. Et je me suis dit, j'aimerais parler justement d'un roman où on voit des peuples de couleurs, de peau différentes, parler du racisme, de la tolérance, des richesses aussi, parce que voilà, il y a une surconsommation d'un côté et d'autres qui n'en ont pas, et aussi comment gérer une société matriarcale contre patriarcale. Et tout s'est basé là-dessus pour créer le roman. Je vais poser une question. Je suis inspirée un peu par quelque chose que tu as raconté tout à l'heure, Marie. Tu as parlé de traduction. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose C'était un essai ou c'est quelque chose que tu vas faire régulièrement? Alors, cette traduction-là, c'était l'éditeur qui l'avait décidé parce qu'il voulait. C'était un petit éditeur. C'était mon premier éditeur. Il voulait tester le marché anglophone. Bon, ça n'a pas marché du tout. Voilà, parce qu'il n'a pas mis et parce qu'il n'a pas mis les moyens derrière. Et d'ailleurs, c'est un éditeur. C'était mal fait. Alors déjà, la traduction était mauvaise et on avait essayé avec mon mari justement de refaire une bonne traduction, mais la traductrice d'origine était furieuse. Enfin bon, ça s'est pas bien passé du tout. Alors j'ai fait traduire aussi un de mes romans par une amie qui est traductrice-interprète et qui n'avait pas de travail pendant le confinement, donc elle m'a proposé de traduire un de mes romans en anglais. Là encore, il est sur Amazon, mais il se vend pas parce que il faut savoir que les autrices anglophones de romances publie énormément et que c'est un marché où on est vite noyé, nous, les francophones traduites. C'est plutôt dans le sens inverse que ça marche, c'est-à-dire les autrices anglophones qui sont traduites en français. Harlequin était le premier à le faire. Et donc, dans ce sens-là, il faut vraiment faire une communication. Il faut la faire en anglais, déjà, la communication. Bon, c'est très compliqué, donc c'était un essai. Je ne vais pas recommencer cet essai-là. En revanche, j'ai une maison d'édition italienne qui a repéré ma précédente romance de Noël, qui a été traduite en italien et qui vient de sortir et qui
m'a demandé un deuxième roman. Donc voilà. Donc essai sur le marché italien. Donc c'est celui-là qui, bon, la romance de Noël traduite en italien, elle est dans le, bon, je l'ai pas là, mais celui-là va être traduit en italien et sortira sur le marché italien. On verra. Moi, je n'ai rien à perdre dans l'histoire et je trouve que c'est intéressant de tester les marchés internationaux. Mais le marché anglophone, c'est compliqué pour nous, c'est très dur. Moi, oui, j'ai une traduction du Secret du Faucon parce que c'est celui-là qui fonctionne vraiment à fond. Donc là, la traductrice a fait le tome 4, donc elle va entamer le tome 5, mais je ne me lance pas sur le marché avant que les 5 soient traduits parce que, comme le dit Marie, il faut vraiment que tout sorte d'un coup pour essayer de happer le public anglo-saxon. Et pareil, il faut que je fasse sur les réseaux, que je commence à aller en anglais, etc. Donc c'est toute une préparation. On n'a jamais abordé dans ce sens-là. On va peut-être parler de vos projets pour l'année prochaine. Vas-y. Alors, moi, pour l'année prochaine, déjà, je suis contente parce que j'ai tenu... oui. Écoute, pour la fin de l'année, j'ai mon dernier Young Adult qui sort au mois de décembre. Et alors, je suis contente parce que j'aurai tenu mes promesses envers les lecteurs. J'aurai fini toutes les séries en cours. Parce que, voilà, ça, c'est quelque chose d'important, même si c'est un livre qui ne fonctionne pas énormément. J'ai des lecteurs qui me suivent dans tous les genres. Et donc, je mets un point d'honneur à vraiment leur donner les suites. Donc là, ça va être fini. Donc, je vais pouvoir commencer une nouvelle fantasy. J'aimerais bien aussi un roman historique. Et en fait, avec Je vais buter mon boss, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une pétition de la part de mes lectrices parce qu'elles ne voulaient pas que ça se termine en un tome. Donc l'été dernier, j'ai continué avec Je vais choper mon boss, où là, on suit le grand frère de Christine. Et donc pour l'été prochain, ce sera Je vais décoincer mon boss, parce qu'il y a 2 boss dans cette entreprise et c'est un personnage secondaire qui a pris une ampleur tellement importante que les lectrices en sont devenues fans. Et je suis obligée, comme toi, d'écrire une histoire autour de lui. Voilà. Alors moi, j'ai donc cette sortie le 25 novembre, normalement. Et alors pour l'année prochaine, alors j'ai envie un peu de changement, c'est-à-dire que je vais rester dans la romance, mais j'ai envie de m'orienter plus vers le feel good, vraiment le feel good pur, c'est-à-dire, enfin je sais pas, j'ai un début de livre, alors là qui m'a été inspiré par une boutique qui était dans ma rue à Paris. Et c'était un bazar. Et il y avait un panneau sur cette boutique. C'est une histoire assez triste, mais c'était le propriétaire de la boutique qui avait marqué je vous dis adieu parce que demain je ne serai plus là. Et voilà. Et là, j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur. Voilà. Et donc, il est écrit, j'en ai écrit un quart peut-être. Et voilà, il va falloir que je lui trouve des raisons d'avoir envie de vivre. Et ce sera une histoire d'amour, forcément. Mais je vais vraiment travailler autour de cette boutique, ce bazar où on trouvait de tout. Et voilà, donc ça c'est une chose. Il est fermé. Non, c'est fini, je repasse. Mais le panneau est toujours là. Et il y a des fleurs, parce que moi je le connaissais pas, mais apparemment il était très connu dans le quartier, très apprécié, et voilà. Donc je vais essayer. Et puis j'ai envie aussi de me lancer dans le cozy mystery, qui est un genre très à la mode. Alors je sais pas, vous connaissez ce genre-là, non? Alors le cozy mystery, c'est un mélange entre le policier, je peux dire ça, le suspense, voilà. C'est-à-dire que il y a est-ce qu'il y a forcément un crime d'ailleurs? Pas forcément, mais il y a un fait divers, voilà, un fait divers, et une héroïne souvent, c'est souvent une héroïne, va enquêter pour essayer de savoir qui est le coupable, voilà. En gros, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Agatha Raisin. Non.
voilà, il y a des... Bon, c'est un genre qui est bien connu en Angleterre, hein, parce que c'est inspiré des romans policiers anglais. Et j'ai envie de me lancer là-dedans parce que pour changer un peu. Et puis, voilà, alors peut-être que ça va dérouter mes lectrices habituelles, on verra. Et ça se passerait en Angleterre parce que voilà. Donc, ce sont les projets. Mais ça peut changer. Hein. Il peut y avoir aussi une romance. Je pense que comme il y aura quand même une romance en plus. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Et puis, je vais refaire des couvertures. Oui. Eh bien, en tout cas, merci.